Blessée chaque jour par sa propre famille, rejetée par ceux qui auraient dû la protéger, elle n'aurait jamais imaginé qu'un homme de la haute société puisse voir en elle autre chose que l'invisibilité qu'elle portait comme une seconde peau. Dans l'histoire d'aujourd'hui, vous découvrirez le parcours d'une jeune femme qui a découvert que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans l'opinion de ceux qui la maltraitent, mais dans le courage de ceux qui choisissent de la voir avec d'autres yeux. Préparez-vous à un récit qui vous touchera profondément et vous montrera que la rédemption peut venir des lieux les plus inattendus. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. L'odeur de moisi se mêlait à celle du savon en poudre bon marché dans la petite pièce sous l'escalier, où Hélène passait la majeure partie de ses journées. À 22 ans, elle connaissait chaque fissure de ce mur humide, chaque tache d'infiltration au plafond bas qui l'obligeait à marcher toujours courbé. C'était là, dans cet espace exigu qui abritait à peine un matelas fin et une boîte en carton avec ses vêtements, qu'elle dormait toutes les nuits depuis ses 14 ans. La maison se situait dans le quartier de Belleville, un arrondissement populaire de Paris, une construction de 3 étages que son père, Antoine, avait érigé avec beaucoup d'efforts. Le premier étage abritait le petit atelier mécanique qu'il dirigeait. Le second était l'endroit où la famille vivait avec un salon, une cuisine et 2 chambres. Le troisième étage, construit des années plus tard, avait été divisé entre ses 2 frères aînés, Romain et Julien, qui travaillaient maintenant avec leur père et commençaient à fonder leur propre famille. Hélène n'avait pas de place au 2e étage. Non, pas depuis que sa mère, Christine, avait décidé qu'elle était un fardeau, une honte, une bouche de plus à nourrir qui n'apportait rien d'autre que des dépenses. Le sous-sol sous l'escalier, initialement utilisé pour ranger de vieux outils et des pièces de voiture inutilisables, devint son seul espace privé alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, essayant de comprendre pourquoi elle était traitée différemment de ses frères. Le matin commençait toujours de la même manière. À 5 heures du matin, le réveil sonnait sur le vieux téléphone portable qu'elle gardait toujours en charge, sur la seule prise disponible dans le couloir extérieur. Hélène se levait doucement, prenant soin de ne pas se cogner la tête contre le plafond incliné. Elle enfilait son uniforme usé d'aide à domicile qu'elle lavait en cachette chaque semaine et montait pour préparer le petit déjeuner de la famille. Antoine aimait le café fort, presque amer, accompagné de tartines de baguettes grillées au beurre. Christine préférait une tisane à la camomille avec des biscottes, se plaignant toujours de son poids qu'elle ne parvenait jamais à perdre. Romain et Julien, quand ils dormaient là, voulaient des œufs brouillés, du jus d'orange et des fruits coupés. Hélène préparait tout en silence, se déplaçant dans la cuisine comme un fantôme invisible jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Ce matin de mars, alors que la chaleur commençait déjà à se faire sentir à Paris, avant même que le soleil ne se lève complètement, Hélène commit l'erreur de laisser le pain griller 1 minute de trop. Juste 1 minute, mais ce fut suffisant pour que la croûte soit plus foncée qu'Antoine ne l'aimait. La gifle fut rapide, sans avertissement. La grande main calleuse de son père frappa son visage avec assez de force pour faire tourner sa tête sur le côté, le goût du sang apparaissant immédiatement là où sa dent avait coupé l'intérieur de sa joue. « Tu ne sers même pas à préparer un petit déjeuner correct », grogna Antoine, jetant la tartine brûlée à la poubelle avec dégoût. « 22 ans, et tu es toujours inutile. Ta mère avait raison quand elle disait que tu n'étais qu'une dépense. » Hélène garda les yeux baissés, la main appuyant sur sa joue douloureuse. Cela ne servait à rien de répondre, à rien de se défendre. Elle l'avait appris depuis longtemps. Toute parole de sa part serait interprétée comme un manque de respect, comme de la rébellion, et entraînerait plus de punitions. Christine apparut à la porte de la cuisine, sa robe de chambre fleurie, nouée à la taille, les cheveux attachés en un chignon négligé. Son regard passa sur Hélène, comme si elle faisait partie du mobilier, sans une once de compassion ou de préoccupation pour la marque rouge qui commençait déjà à apparaître sur le visage de sa fille. « Fais un autre café avant de partir travailler », ordonna la mère,
sa voix portant ce ton de dédain qu'Hélène connaissait si bien. Et cette fois, essaie de ne pas tout gâcher. Ou tu crois que la nourriture tombe du ciel? Chaque euro gaspillé ici, c'est un euro de moins dans ma poche. Hélène refit le café en silence, les mains tremblant légèrement en mettant les nouvelles tranches de pain dans le grille-pain. Elle pouvait sentir les yeux de Christine sur elle, surveillant chaque mouvement, attendant une autre erreur qui justifierait davantage d'humiliation. C'était toujours comme ça. Sa mère semblait trouver satisfaction à souligner ses défauts, à lui rappeler constamment qu'elle était inférieure, inadéquate, indésirable. Le nouveau café fut parfait. Antoine marmonna quelque chose d'incompréhensible qui pouvait être une approbation, et s'assit à table avec le journal. Christine prit son thé et alla au salon regarder le programme du matin à la télévision. Les frères d'Hélène n'apparurent même pas, probablement encore endormis dans les chambres confortables du 3e étage, où ils avaient de vrais lits, des armoires spacieuses et des fenêtres qui laissaient entrer le soleil. Hélène mangea debout, rapidement, un morceau de pain avec de la margarine et une tasse de café allongée. Il n'y avait pas de place pour elle à la table familiale. Cette règle non écrite avait été établie des années auparavant, lorsque Christine avait décidé qu'Hélène ne méritait pas de s'asseoir avec eux pendant les repas. Une aide à domicile, ça mange dans la cuisine, disait sa mère, même si Hélène était sa fille et non une employée. À 6h30 du matin, Hélène était déjà dans la rue, marchant jusqu'à l'arrêt de bus 3 pâtés de maison plus loin. Le quartier s'éveillait doucement. Quelques commerçants ouvraient les portes de leurs magasins. Des femmes balayaient les trottoirs. Des enfants en uniforme se laissaient traîner à l'école. Personne ne saluait Hélène. Elle était connue dans le quartier comme cette étrange fille de la maison d'Antoine, la fille que personne ne voyait jamais participer à quoi que ce soit, qui marchait toujours la tête baissée, ou qui n'était jamais allée à aucune fête ou rassemblement de jeunes à l'église. Le bus bondé la conduisit à Saint-Germain-des-Prés, où se trouvait l'appartement de la famille Dubois, ses employeurs depuis 4 ans. Madame Cécile était une dame de 60 ans, veuve, qui vivait seule dans un appartement trop grand pour une seule personne. Hélène nettoyait, cuisinait, lavait, repassait et tenait compagnie à sa patronne qui aimait parler de ses sœurs, de ses neveux, de ses voyages passés. Il était étrange de voir comment Madame Cécile traitait Hélène mieux que sa propre famille. Sa patronne lui offrait toujours le déjeuner, lui demandait si elle allait bien, la payait à temps et lui donnait même des étrennes les jours fériés. Elle n'avait jamais élevé la voix, jamais réprimandé sans raison, jamais frappé. Pour Hélène, ces 8 heures quotidiennes dans l'appartement de Madame Cécile étaient les seules heures de paix qu'elle connaissait. « Bonjour, ma chère », salua Madame Cécile quand Hélène entra dans l'appartement en utilisant la clé qui lui avait été confiée. « Vous avez le visage enflé. Il s'est passé quelque chose ?» Hélène détourna le regard, touchant instinctivement sa joue qui la lançait encore. « J'ai trébuché dans le noir ce matin, madame. Je me suis cogné contre le coin de la porte. Une bêtise de ma part. » Le mensonge sortit facilement, répété. Madame Cécile fronça les sourcils, manifestement pas convaincue, mais respecta le silence d'Hélène. Au fil des ans, la patronne avait appris que la jeune femme gardait de douloureux secrets et que la forcer à se confier ne ferait que la renfermer davantage. La journée de travail se déroula normalement. Hélène nettoya les 3 chambres, passa l'aspirateur dans le salon et les couloirs, lava les vêtements, prépara un déjeuner simple de poulet grillé avec des légumes et, l'après-midi, elle se consacra à l'organisation de la bibliothèque que Madame Cécile entretenait mais utilisait rarement. C'étaient des tâches qu'elle exécutait à la perfection, y trouvant une sorte de méditation. Un temps où son esprit pouvait vagabonder loin de cette maison de Belleville qui aurait dû être un foyer, mais était une prison. Pendant la pause déjeuner, alors qu'elle mangeait le plat que Madame Cécile avait insisté pour lui servir généreusement, Hélène se permit de penser à quel point les choses auraient été différentes si elle était née dans une autre famille, si elle avait eu des parents qui l'auraient étreinte,
des frères qui l'auraient protégé, une mère qui l'aurait regardé avec amour au lieu de dégoût. Mais ses pensées aboutissaient toujours au même endroit amer, à l'acceptation que sa réalité était celle-là et qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Hélène n'a jamais su avec certitude quand le rejet a commencé. Ses plus anciens souvenirs étaient nébuleux, des fragments déconnectés d'une enfance qui semblait appartenir à une autre personne. Elle se souvenait vaguement d'une époque où Christine la prenait encore dans ses bras, où il y avait encore de l'affection, de la tendresse. Mais ces souvenirs étaient si lointains qu'elle se demandait parfois s'ils n'étaient pas des inventions de son esprit désespéré de chaleur humaine. Ce qu'elle savait avec certitude, c'est que, vers 7 ou 8 ans, quelque chose avait changé. Christine commença à la traiter avec une froideur croissante, à éviter son toucher, à ne lui parler que pour donner des ordres ou des réprimandes. Antoine suivit l'exemple de sa femme, et ses frères, encore enfants à l'époque, apprirent qu'il était acceptable, voire encouragé, de se moquer d'elle, de l'exclure, de la traiter comme inférieure. Hélène grandit sans en comprendre la raison. Elle passait des heures à s'examiner dans le miroir cassé de la salle de bain, cherchant le défaut qui la rendait si indésirable. Ses cheveux étaient châtain clair, ses yeux gris-vert, sa peau claire. Rien en elle ne semblait monstrueux ou répugnant. Alors, pourquoi était-elle traitée ainsi? La réponse vint un après-midi de tempête quand Hélène avait 14 ans. Elle était montée au 2e étage pour prendre un verre d'eau et avait accidentellement entendu une conversation entre Antoine et Christine dans la chambre conjugale. La porte était entr'ouverte et les voix portaient l'intensité d'une vieille dispute qui se répétait. « Il faut que tu arrêtes de te défouler sur elle », disait Antoine, sa voix fatiguée. « La petite n'a pas tort de ce qui s'est passé. »« Comment ça, elle n'a pas tort ?» La voix de Christine était du poison pur. Chaque fois que je la regarde, je vois son visage. Je vois cet homme qui m'a trompé, qui m'a utilisé, qui m'a prise pour une idiote. Je ne peux pas, Antoine, je ne peux pas faire semblant qu'elle est ma fille quand je sais qu'elle ne l'est pas. Le silence qui suivit fut assourdissant. Hélène sentit le sol disparaître sous elle. Elle n'est pas sa fille. Les mots résonnaient dans sa tête, réorganisant toute son existence en un seul instant de terrible clarté. « Tu as accepté de l'élever, » continua Antoine, la voix basse. « Tu as accepté quand j'ai dit que je la ferais enregistrer comme ma fille. Tu as promis d'essayer. »« J'ai essayé » Christine cracha pratiquement les mots. « Pendant des années, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Elle est la preuve vivante de ta trahison, de ta faiblesse, et tu me demandes d'aimer ça? Impossible. » Hélène s'était éloignée de cette porte en état de choc, avait descendu les escaliers comme un automate, s'était enfermée dans le sous-sol et avait pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Les pièces s'assemblaient enfin. Elle n'était pas la fille de Christine, elle était la fille d'Antoine, avec une autre femme. Une femme que Christine détestait et, par extension, détestait aussi la fille. Antoine avait apparemment eu une aventure des années auparavant et Hélène en était le résultat. Christine avait accepté de l'élever, probablement sous la pression de la famille ou de l'Église, mais n'avait jamais pu pardonner l'existence de cet enfant qui représentait l'infidélité de son mari. Et elle avait alors décidé de faire de la vie d'Hélène un enfer silencieux, une punition éternelle pour un péché qui n'était pas le sien. Après cette découverte, Hélène comprit qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour changer la situation. Il n'y avait pas de comportement assez parfait, pas assez de travail acharné, pas assez d'humilité profonde pour que Christine la voie avec des yeux maternels. Elle était et serait toujours le souvenir vivant d'une trahison et pour cette raison serait toujours détestée. Le dimanche, Hélène avait sa seule matinée libre. Madame Cécile ne travaillait pas le dimanche, et à la maison de Belleville, la famille se levait tard. C'était le seul jour où Hélène pouvait sortir sans avoir à justifier chaque minute de son absence. Et elle utilisait ses précieuses heures de la même manière depuis des années, allant à la messe de 7 heures du matin à l'église Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant.
L'église se trouvait en haut de la colline, accessible par un escalier de 365 marches qu'Hélène montait chaque dimanche sans faute. C'était son rituel, sa pénitence, sa quête de sens. En montant, elle priait, demandait la force de supporter une semaine de plus, demandait la patience de ne pas riposter, demandait un miracle qui, elle le savait, ne viendrait pas. Ce matin de mars, exactement une semaine après la gifle qui avait laissé sa joue violette pendant des jours, Hélène montait les marches l'esprit ailleurs. Elle ne remarqua pas l'homme qui descendait précipitamment avant de le heurter sur le palier de la 100e marche. L'impact fut suffisant pour lui faire perdre l'équilibre et elle serait tombée dans l'escalier si des mains fermes ne l'avaient pas retenue par les bras. « Attention !» dit une voix masculine, profonde et éduquée. « Excusez-moi, mademoiselle. J'étais distrait et je ne regardais pas où je mettais les pieds. » Hélène leva les yeux, prête à marmonner des excuses et à passer son chemin, mais ce qu'elle vit la figea. L'homme qui la tenait était grand. Il devait avoir environ 45 ans, les cheveux gris, bien coiffés, portant un costume sombre et une cravate, même si c'était un dimanche matin. Son visage était sérieux, mais pas brusque, et ses yeux d'un brun chaud la regardaient avec une préoccupation sincère. « Vous allez bien, mademoiselle ?» demanda-t-il, tenant toujours ses bras, comme s'il craignait qu'elle ne s'effondre. « Vous ne vous êtes pas fait mal. »« Je vais bien », réussit à dire Hélène, la voix basse et hésitante. « C'était ma faute, je ne faisais pas attention. » L'homme lâcha ses bras lentement, mais continua de la regarder avec cette expression de préoccupation. Ses yeux passèrent rapidement sur le visage d'Hélène, enregistrant la marque jaunâtre qui restait encore sur sa joue, les cernes profonds, la maigreur excessive de son corps mal nourri. « Je suis sûr que c'était ma faute, » dit-il gentiment. « Je descendais trop vite. Mon chauffeur m'attend, et j'ai des engagements, mais parfois j'oublie qu'il ne faut pas courir dans des endroits comme celui-ci. » Il fit une pause. « Vous venez souvent ici, mademoiselle ? Je ne me souviens pas de vous avoir vu auparavant. »« Je viens tous les dimanches, » répondit Hélène, se préparant déjà à s'éloigner. Les conversations avec des étrangers n'étaient pas quelque chose à quoi elle était habituée. Et il y avait quelque chose dans l'attention de cet homme qui la mettait mal à l'aise, non par malveillance, mais parce que c'était trop inhabituel. « Quelle dévotion admirable !» commenta-t-il, puis il tendit la main. « Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Michel Dubois. » Hélène hésita avant de serrer la main tendue. « Hélène, c'est un plaisir de vous rencontrer, Hélène. » La voix de Michel portait une sincérité. « J'espère vous revoir dans des circonstances moins abruptes. Et, s'il vous plaît, soyez prudente en montant. Ces marches peuvent être traîtresses. » Michel Dubois continua sa descente, et Hélène continua à monter vers l'église. Mais son esprit ne pouvait se détacher de cette rencontre. Il y avait quelque chose de différent chez cet homme, dans la façon dont il la regardait, dans la courtoisie sincère de ses paroles. Dans la vie d'Hélène, les hommes étaient des sources de douleur, des figures qui l'ignoraient ou la blessaient. Antoine frappait, ses frères se moquaient, les hommes dans la rue la regardaient d'une manière qui lui donnait envie de disparaître. Mais Michel Dubois l'avait regardée comme si elle était une personne réelle, digne de respect et de considération, et c'était si inhabituel dans l'expérience d'Hélène qu'elle ne savait pas comment le gérer. La messe se déroula comme d'habitude. Mais Hélène n'y prêta guère attention aux paroles du prêtre. Son esprit revenait sans cesse à cet homme en costume dans l'escalier, aux mains fermes qui l'avaient empêché de tomber, au regard inquiet qui avait enregistré ses blessures. Qui était-il? Pourquoi était-il là? Et pourquoi un homme manifestement aisé, avec chauffeur et engagements importants? Prendrait-il le temps de s'excuser auprès de quelqu'un comme elle? Après la messe, Hélène descendit les 365 marches, lentement, espérant presque retrouver Michel Dubois, mais il était déjà parti. Le lendemain suivit son cours normal et Hélène rentra chez elle, où elle passa le reste du dimanche, enfermée dans le sous-sol, évitant la famille qui se réunissait dans le salon pour regarder la télévision et manger le déjeuner qu'elle avait préparé avant de partir. La semaine qui suivit,
fut particulièrement difficile. Christine était de très mauvaise humeur car Romain avait annoncé que sa petite amie était enceinte et qu'il se marierait bientôt. Cela signifiait plus de dépenses, plus de bouches à nourrir. Et Christine déversait sa frustration sur Hélène. Chaque petite erreur était magnifiée, chaque tâche exécutée n'était jamais assez bonne. Le jeudi, Hélène cassa accidentellement une assiette en faisant la vaisselle. C'était une vieille assiette, fêlée, qui aurait probablement déjà dû être jetée. Mais Christine réagit comme si Hélène avait détruit de la porcelaine fine. Le manche à balai frappa son dos 3 fois avant qu'Antoine n'intervienne. Non par pitié, mais parce que le bruit dérangeait sa série télévisée. Hélène dormit sur le ventre cette nuit-là, le dos lui faisant tellement mal que chaque respiration était une agonie. Il n'y avait personne pour se plaindre, personne pour chercher de l'aide. Elle était totalement seule dans cette souffrance et avait déjà appris que se plaindre ne faisait qu'empirer les choses. Le dimanche suivant, Hélène monta les escaliers de l'église avec difficulté, le dos encore sensible. Elle arriva plus tôt que d'habitude, anxieuse pour une raison qu'elle ne parvenait pas à identifier. Elle s'assit sur l'un des bancs du fond, où elle s'asseyait toujours, et attendit que la messe commence. C'est alors qu'elle sentit une présence à ses côtés, tourna la tête et trouva Michel Dubois s'asseyant sur le banc à côté d'elle, impeccablement vêtu, le même air de gravité douce sur le visage. « Bonjour Hélène », dit-il doucement, respectant le silence de l'église. « Quelle agréable coïncidence de vous retrouver !» Hélène fut si surprise qu'elle ne put répondre immédiatement. Pourquoi cet homme se souvenait-il de son nom? Pourquoi avait-il choisi de s'asseoir à côté d'elle alors qu'il y avait des dizaines de bancs vides? « Bonjour », réussit-elle enfin à murmurer, les yeux baissés. « J'espère que vous avez passé une bonne semaine », continua Michel, sa voix conservant ce ton poli et sincèrement intéressé. Hélène pensa au balai sur son dos, aux insultes quotidiennes, aux nuits passées à pleurer dans le sous-sol. « C'était normal », répondit-elle, le mensonge sortant automatiquement. Michel la regarda un long moment et Hélène eut l'impression troublante qu'il voyait à travers ses paroles, qu'il percevait au-delà de la façade de normalité qu'elle tentait de maintenir. Mais il n'insista pas, se contenta de hocher la tête et resta silencieux pendant que la messe commençait. Quand la messe se termina, Hélène s'attendait à ce que Michel la salue et parte, retournant à sa vie importante qui nécessitait chauffeur et costume cher. Mais au lieu de cela, il attendit qu'elle se lève et l'accompagna jusqu'à la porte de l'église. « Puis-je vous inviter à prendre un café ?» La question vint de manière décontractée, mais pour Hélène, ce fut comme un éclair dans un ciel clair. « Il y a une très bonne boulangerie-pâtisserie en bas de la colline. Je connais le propriétaire, et ils font les meilleures gougères de la région. » Hélène s'arrêta de marcher, regardant Michel avec un mélange de surprise et de méfiance. Les hommes n'invitaient pas des femmes comme elle à prendre un café. Les hommes ne montraient aucun intérêt pour sa compagnie. Il devait y avoir une raison cachée, une intention qu'elle ne comprenait pas. « Je vous remercie, mais je dois rentrer chez moi, » dit-elle, la voix automatique récitant l'excuse qu'elle utilisait toujours pour éviter les situations qu'elle ne comprenait pas. « Bien sûr. » Michel ne sembla pas offensé par le refus. « Mais si vous changez d'avis, je serai à la boulangerie-pâtisserie Saint-Georges, juste au coin de la rue principale. J'y passe habituellement tous les dimanches, après la messe. » Il fit une pause. « Ce serait un honneur d'avoir votre compagnie, Hélène, sans engagement, sans attente, juste un café entre 2 personnes qui fréquentent la même église. » Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, dans la sincérité transparente de ses paroles qui désarma les défenses d'Hélène. Elle se surprit à considérer l'invitation, imaginant ce que ce serait de s'asseoir dans une boulangerie-pâtisserie, de prendre un café, de converser avec quelqu'un qui ne la traitait pas comme un déchet. Mais la peur était plus forte que la curiosité. « Peut-être un autre jour, » dit-elle, et commença à descendre les escaliers rapidement, presque en fuyant. Michel ne la suivit pas, mais Hélène sentit son regard sur elle en descendant.
Quand elle arriva au bas des 365 marches, elle se retourna et vit sa silhouette encore là, au sommet, observant son départ avec une expression qu'elle ne put déchiffrer à distance. Pendant toute la semaine, Hélène ne put se sortir Michel Dubois de la tête. Qui était cet homme? Que voulait-il d'elle? Pourquoi quelqu'un comme lui, manifestement éduqué et ayant réussi, montrerait-il de l'intérêt pour quelqu'un comme elle, pauvre, blessée, brisée? Madame Cécile remarqua sa distraction. « Vous avez la tête dans les nuages cette semaine, ma chère », commenta sa patronne, un mercredi après-midi. « Quelque chose de bien est-il arrivé ?» Hélène faillit parler de Michel, mais se retint. Partager des espoirs était dangereux. Les espoirs pouvaient être détruits, et elle n'en avait déjà pas beaucoup à perdre. Non, Madame Cécile, juste de la fatigue. Mais la vérité était que pour la première fois depuis des années, Hélène ressentait quelque chose d'autre que du désespoir. Il y avait une petite étincelle de curiosité, de possibilité, allumée quelque part au fond de sa poitrine. Et malgré tous ses efforts pour éteindre cette étincelle avec la logique et l'autoprotection, elle persistait, grandissant un peu plus chaque jour. Le dimanche suivant, Hélène se réveilla le cœur battant plus vite que d'habitude. Elle s'occupa de ses tâches matinales avec une hâte inhabituelle, préparant le café de la famille en un temps record. Christine fit une remarque sarcastique sur sa hâte, mais Hélène l'ignora, chose qu'elle ne faisait jamais. Elle monta les escaliers de l'église presque en courant, arrivant essoufflée au sommet. Elle entra dans l'église et chercha les bancs. Michel n'était pas encore arrivé. Elle s'assit sur le même banc que d'habitude, les mains moites, le cœur battant la chamade. Pourquoi était-elle si nerveuse? Qu'espérait-elle qu'il se passe? La messe commença et Michel n'apparut pas. Hélène ressentit une pointe de déception qui la surprit par son intensité. Bien sûr qu'il ne viendrait pas. Pourquoi viendrait-il? Probablement que ces rencontres ne signifiaient rien pour lui, n'étaient que la courtoisie d'un homme bien élevé envers une étrangère. Quand la messe se termina, Hélène sortit de l'église la tête basse, prête à descendre les escaliers et à retourner à sa vie misérable. C'est alors qu'elle entendit la voix familière. « Hélène !» Michel était appuyé contre l'une des colonnes de l'atrium de l'église, comme s'il l'avait attendue. Il portait une chemise bleu clair, sans cravate, un pantalon sombre, et semblait plus jeune sans le costume formel. Son visage s'illumina d'un sourire quand elle se retourna. « J'ai manqué la messe », expliqua-t-il en s'approchant. « J'ai eu un problème à la maison qui a requis mon attention ce matin, mais j'espérais que vous seriez toujours d'accord pour cette invitation à prendre un café. Qu'en dites-vous » Hélène ouvrit la bouche pour refuser automatiquement, mais les mots ne sortirent pas. Au lieu de cela, elle se retrouva à hocher la tête, muette, incapable de croire à ce à quoi elle était en train de consentir. « Excellent !» Michel sourit. Et il y avait quelque chose de si authentique dans ce sourire qu'Hélène sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. La boulangerie-pâtisserie est juste là. Nous pouvons y aller à pied si cela ne vous dérange pas. Ils descendirent les escaliers côte à côte, Michel adaptant son pas au sien, tenant une conversation légère sur le temps, sur la beauté de la vue depuis la colline, sur de petites choses qui ne nécessitaient pas de réponse élaborée. Hélène répondait par monosyllabes, toujours incroyablement nerveuse, mais commençant progressivement à se détendre. La boulangerie-pâtisserie Saint-Georges était un établissement ancien, avec des tables en marbre et des chaises en bois sombre, une odeur de café frais et de pain sortant du four. Michel la conduisit à une table dans un coin, à l'écart des autres, et fit signe au serveur, qui vint immédiatement, le reconnaissant clairement comme un client régulier. 2 cafés au lait et une portion de gougère. « Et s'il vous plaît, monsieur Auguste ?» demanda Michel. Puis il regarda Hélène. « À moins que vous ne préfériez autre chose ?»« C'est parfait !» Hélène put à peine dire, traitant encore le fait d'être assise là, dans une boulangerie-pâtisserie, avec un homme qui la traitait comme si elle comptait. Quand ils se retrouvèrent seuls, Michel posa ses coudes sur la table et la regarda avec cette attention totale qui était si déconcertante. « Racontez-moi votre histoire, Hélène. »
Que faites-vous comme travail? Vivez-vous ici à Belleville? Les questions étaient simples, occasionnelles, mais pour Hélène, c'étaient des champs de mines. Que dire? Qu'elle était aide à domicile, qu'elle vivait dans un sous-sol, qu'elle était battue par sa propre famille? Toutes ces vérités semblaient trop petites, trop tristes, trop honteuses pour les partager avec quelqu'un comme lui. « Je travaille comme aide à domicile », dit-elle, optant pour la vérité partielle. « À Saint-Germain-des-Prés. Et oui, je vis à Belleville avec ma famille. » Saint-Germain-des-Prés est loin d'ici, commenta Michel. Vous devez vous lever très tôt tous les jours. Je me lève à 5 heures. Ça, c'est du dévouement. Il n'y avait pas de jugement dans sa voix, aucune condescendance, juste de la reconnaissance. J'imagine que le travail est fatigant. Oui, Hélène admit, mais ma patronne est gentille. Elle me traite bien. Il est important d'avoir des employeurs qui nous traitent avec respect, dit Michel. Et il y avait quelque chose dans son ton qui fit lever les yeux à Hélène. Il la regardait de nouveau avec cette expression, comme s'il voyait au-delà des mots, comme s'il percevait les couches de douleur qu'elle cachait sous la surface de la normalité. Le café arriva, accompagné d'un panier généreux de gougères encore chaudes. L'odeur était merveilleuse et Hélène réalisa qu'elle avait faim. Elle n'avait pas bien mangé depuis des jours, survivant avec des restes et de petites portions qui n'attiraient pas l'attention de Christine. « Servez-vous » Michel l'encouragea, prenant une gougère pour lui-même. « Monsieur Auguste fait les meilleurs de la ville. Je n'exagère pas. » Hélène mangea lentement, savourant chaque bouchée de cette gougère moelleuse et savoureuse. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé quelque chose d'aussi bon, d'aussi frais. Généralement, ses repas consistaient en restes, de la nourriture que personne d'autre ne voulait, des miettes que Christine lui jetait comme si elle nourrissait un chien. Michel parla pendant qu'il mangeait, racontant des histoires sur la boulangerie-pâtisserie, sur le quartier, sur les changements qu'il avait observés au fil des ans. Il avait une façon de parler qui était captivante, sans être intrusive, qui remplissait les silences sans exiger une participation constante. Pour Hélène, habituée aux silences hostiles ou aux conversations qui se terminaient toujours par des insultes, c'était une expérience complètement nouvelle. « Et vous, Michel ?» Hélène se surprit à entendre sa propre voix poser la question. « Que faites-vous » ? « Ah, appelez-moi simplement Michel, s'il vous plaît. » Il sourit. « Monsieur me fait me sentir très vieux, bien que j'admette ne plus être un jeune homme. » Il fit une pause. « Je travaille dans l'immobilier. J'ai hérité de l'entreprise de mon père et je l'ai dirigée pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, je suis davantage entre les mains de gestionnaires compétents, mais j'en garde toujours la supervision. » Hélène traita l'information. Homme d'affaires, héritier. Cela expliquait le costume cher, le chauffeur, l'air d'autorité tranquille. Il appartenait à un monde complètement différent du sien, un monde de confort et de sécurité qu'elle ne connaissait que par la télévision. « Ce doit être un travail important, » dit-elle, se sentant petite et insignifiante en comparaison. « C'est un travail, » corrigea Michel gentiment. Je ne le définirai pas comme important dans l'ordre des choses. Je construis des bâtiments, gère des propriétés, utiles certes, mais je ne sauve pas des vies ou ne change pas le monde. Il prit une gorgée de café. Parfois, je me demande si j'ai choisi le bon chemin ou si j'ai simplement suivi celui qui m'était tracé. Il y avait une mélancolie dans ces mots qu'Hélène reconnut. C'était la tristesse de quelqu'un qui avait tout matériellement, mais ressentait le manque de quelque chose de plus profond. Elle ne savait pas quoi dire, alors elle resta silencieuse. Mais c'était un silence compréhensif. « Excusez-moi, » Michel dit après un moment. Je ne voulais pas plomber la conversation avec mes réflexions existentielles. Il sourit et le poids momentané disparut de son visage. « Racontez-moi, Hélène, et qu'aimez-vous faire quand vous ne travaillez pas? Un hobby, une passion ?» La question l'a pris au dépourvu. Personne ne lui avait jamais posé de questions sur ses intérêts, sur ce qu'elle aimait. Elle dut réfléchir un instant, cherchant dans ses vieux souvenirs quelque chose qu'elle pourrait appeler un hobby. « J'aimais lire, »
dit-elle finalement. Quand j'étais enfant, j'allais à la bibliothèque de l'école chaque fois que je pouvais, mais cela fait des années que je n'ai pas lu de livre. Pourquoi ? Demanda Michel, sincèrement intéressé. Hélène aurait pu mentir, mais quelque chose dans son ouverture, dans la façon dont il partageait sa propre mélancolie, la poussa à être honnête. « Je n'ai pas d'argent pour acheter des livres et je n'ai pas de temps pour aller à la bibliothèque. »« C'est dommage, » dit Michel, et il semblait vraiment triste pour elle. Lire est l'une des grandes joies de la vie, une porte vers d'autres mondes, d'autres possibilités. Il resta pensif un instant. Quel genre de livres aimiez-vous ? Des romans. Hélène admit, sentant ses joues rougir légèrement, des histoires de gens qui surmontaient des difficultés, qui trouvaient le bonheur après la souffrance. Elle s'arrêta, réalisant à quel point cela révélait ses propres désirs. Des histoires avec des fins heureuses. Michel la regarda avec une intensité qui la fit baisser les yeux. « Nous méritons tous des fins heureuses, Hélène. Certains d'entre nous ont juste besoin de travailler plus dur pour y parvenir. » Après avoir fini le café, Michel insista pour payer l'addition, ignorant les faibles protestations d'Hélène. Quand ils sortirent de la boulangerie-pâtisserie, le soleil était déjà haut et chaud, typique d'un mois de mars à Paris. La rue était animée de familles revenant de la messe, de commerçants ouvrant leurs boutiques, la vie normale du dimanche se déroulant autour d'eux. « Ce fut un plaisir d'être avec vous, Hélène, » dit Michel quand ils arrivèrent au coin de la rue où leurs chemins se sépareraient. « J'espère que nous pourrons renouveler cela bientôt. »« Moi aussi, » dit Hélène, et elle fut surprise de constater que c'était vrai. Malgré le nervosisme, malgré la peur de l'inconnu, elle avait apprécié cette heure à la boulangerie-pâtisserie. Elle s'était sentie, pour la première fois depuis longtemps, comme une personne normale, vivant une expérience normale. « Avant que j'oublie, » dit Michel soudainement, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose. « Attendez un instant. » Il se dirigea vers la voiture noire garée dans la rue, où un chauffeur en uniforme attendait patiemment, ouvrit la porte arrière, prit quelque chose du siège et revint vers Hélène. C'était un livre, pas un livre neuf, mais un volume bien conservé, avec une couverture en cuir patinée par le temps. Michel le lui tendit. « J'ai remarqué que vous le regardiez sur le banc de l'église il y a quelques dimanches. » Il expliqua. « C'est un recueil de contes de Stendhal. Je le lisais et je pensais le donner à quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Je pense que vous êtes cette personne. » Hélène regarda le livre comme s'il était un objet trop précieux pour que ses mains le touchent. « Je ne peux pas accepter, » dit-elle automatiquement, bien que chaque fibre de son être voulût prendre ce livre et le garder comme un trésor. « Bien sûr que si, » insista Michel, posant le livre dans ses mains gentiment, mais fermement. « Les livres sont faits pour être lus, pas pour être gardés. Et j'adorerais savoir ce que vous pensez des contes. Nous pourrons en parler dimanche prochain, si vous le souhaitez. » Hélène serra le livre contre sa poitrine, sentant son poids. L'odeur du vieux papier, la texture du cuir. C'était le premier cadeau que quelqu'un lui faisait depuis des années, peut-être des décennies. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle cligna rapidement, déterminée à ne pas pleurer devant lui. « Merci !» Ce fut tout ce qu'elle put dire, la voix nouée par l'émotion. « Ce n'est rien !» répondit Michel. Mais ses yeux montraient qu'il comprenait exactement ce que ce cadeau signifiait pour elle. « À dimanche, alors. À dimanche, » confirma Hélène. Elle le regarda monter dans la voiture et partir, puis commença la longue marche de retour chez elle, tenant le livre comme s'il était fait d'or. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait quelque chose à attendre, quelque chose qui n'était qu'à elle, un bon secret au lieu d'un secret douloureux. Quand elle arriva chez elle, elle cacha le livre au fond de la boîte en carton qui lui servait d'armoire, dans le sous-sol. Christine fouillait périodiquement ses affaires, cherchant tout ce qu'elle pourrait utiliser comme motif de punition. Hélène savait donc qu'elle devait être prudente. Le livre fut enveloppé dans un sac en plastique, puis dans un vieux vêtement et placé dans le coin le plus caché. Cette nuit-là, après que toute la famille fut endormie, Hélène alluma l'unique faible lampe du sous-sol et ouvrit le livre. La dédicace sur la première page
était écrite d'une écriture élégante. À Isabelle, qui a toujours aimé les histoires. Avec tout mon amour, Michel. Isabelle, sa femme, une fille. L'information souleva de nouvelles questions, mais Hélène les repoussa, se concentrant sur les mots imprimés. Elle lut jusqu'à ce que ses paupières deviennent lourdes, absorbant chaque mot comme de l'eau dans le désert. Les histoires de Stendhal étaient différentes des romans qu'elle lisait enfant, plus complexes, plus amères, mais aussi plus réelles. Elle parlait d'hypocrisie, de masques sociaux, de personnes qui cachaient leur vraie nature. Elle parlait d'un monde qu'Hélène reconnaissait intimement. La semaine qui suivit fut différente de toutes celles qu'Hélène avait vécues. Le livre de Stendhal devint son refuge secret, son évasion des humiliations quotidiennes. Chaque nuit, après que la maison était endormie, elle lisait quelques contes à la faible lumière, plongeant dans des mondes d'ironie et d'observation sociale aiguë. Mais ce n'était pas seulement le livre qui changeait quelque chose en elle, c'était le souvenir de la boulangerie-pâtisserie, du café, de la conversation avec Michel. C'était la connaissance qu'il existait quelqu'un au monde qui l'avait vu comme une personne qui s'intéressait à ses pensées, qui lui faisait un cadeau sans rien attendre en retour. Cette conscience commença à changer quelque chose de fondamental en Hélène. Elle commença à se tenir un peu plus droite en marchant. Elle commença à regarder les gens dans les yeux quelques secondes de plus. Quand Christine l'insultait, Hélène ne ripostait toujours pas, ne se défendait toujours pas, mais intérieurement quelque chose avait changé. Les mots faisaient toujours mal, mais ils ne pénétraient pas si profondément. C'était comme si le cadeau de Michel, la reconnaissance de son humanité, avait créé une couche protectrice autour de son cœur. Madame Cécile remarqua le changement. « Vous êtes différente cette semaine, ma chère », commenta-t-elle le mercredi en buvant un thé dans la cuisine. « Je ne saurais pas dire quoi exactement, mais il y a quelque chose de plus léger en vous. » Hélène faillit parler de Michel, mais se retint à nouveau. C'était un secret trop précieux pour être partagé. « Je suis juste fatiguée d'être triste », dit-elle. Et c'était la vérité la plus honnête qu'elle ait prononcée depuis des années. Madame Cécile sourit, ses yeux bienveillants étudiant le visage d'Hélène. « Vous êtes trop jeune pour porter un tel poids, ma fille. Je sais que votre vie n'est pas facile, bien que vous n'en parliez jamais, mais si vous avez besoin d'aide de quelque sorte, je veux que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi. » Les mots touchèrent profondément Hélène. Elle faillit s'effondrer là, faillit tout raconter sur les coups, sur le sous-sol, sur la haine de Christine. Mais la peur la retint. Que pourrait faire Madame Cécile? Appeler la police? Cela ne ferait qu'empirer les choses. Offrir un refuge? Une dame de 60 ans seule ne pouvait pas héberger une aide à domicile en fuite. « Merci, Madame Cécile. » Ce fut tout ce qu'Hélène put dire. Cela signifie beaucoup pour moi. Le jeudi, il se passa quelque chose qui testa la nouvelle force d'Hélène. Christine trouva une tache sur la nouvelle chemise de Julien. Une tache qu'Hélène jurait n'y être pas quand elle avait repassé le vêtement. L'accusation vint rapide et furieuse. Hélène fut traitée d'incompétente, de maladroite, d'inutile. « Tu vas acheter une nouvelle chemise à ton frère », déclara Christine, les yeux brillants de malice. « Ça sortira de ton salaire, et si tu n'as pas d'argent, tu devras en trouver quelque part. » Le salaire d'Hélène couvrait à peine les frais de transport et quelques besoins essentiels. Acheter une nouvelle chemise signifierait n'avoir rien pour le reste du mois. Mais avant qu'elle ne puisse protester, avant qu'elle ne puisse souligner l'injustice, quelque chose de différent se produisit. « Non », dit Hélène, le mot sortant plus fermement qu'elle ne l'avait voulu. Christine s'arrêta au milieu de la cuisine, se retournant lentement pour faire face à Hélène, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit non, » répéta Hélène, le cœur battant à tout rompre mais la voix restant ferme. « Je n'achèterai pas de nouvelles chemises. J'ai repassé ce vêtement parfaitement propre. S'il est taché après, ce n'est pas ma faute. » Le silence qui suivit était lourd d'électricité. Christine s'avança, la main levée, prête à donner la gifle qu'Hélène connaissait si bien.
Mais cette fois, Hélène ne baissa pas la tête. Elle regarda directement dans les yeux de Christine et quelque chose dans sa posture, dans la détermination de son regard, fit hésiter Christine. « Tu deviens insolente !» siffla Christine, mais elle baissa la main. « Tu crois que tu es quelqu'un maintenant? Tu penses pouvoir me défier ?»« Je ne défie personne, » répondit Hélène, forçant sa voix à rester calme. « Je dis simplement la vérité. Je ne paierai pas pour quelque chose que je n'ai pas fait. » La représaille vint comme Hélène savait qu'elle viendrait. Christine ne pouvait pas accepter le défi. Elle ne pouvait pas permettre à Hélène de penser qu'elle avait un quelconque pouvoir ou une voix dans cette maison, mais la punition fut différente. Cette fois, il n'y eut pas de coups, pas de violence physique. Au lieu de cela, Christine choisit une cruauté plus subtile. « Puisque tu crois pouvoir me défier, dit Christine ce soir-là au dîner avec toute la famille présente, nous verrons comment tu te débrouilles seule. À partir d'aujourd'hui, tu achèteras ta propre nourriture. Tu ne mangeras plus rien de cette maison. Nous verrons combien de temps dure ta rébellion quand tu auras faim. » Romain et Julien rirent, comme ils le faisaient toujours quand Christine humiliait Hélène. Antoine ne dit rien, continua simplement de manger son dîner, les yeux fixés sur son assiette, trop lâche pour intervenir, trop faible pour protéger la fille qu'il avait aidé à élever. Hélène quitta la cuisine sans rien dire, descendit au sous-sol et ferma la porte. Elle s'allongea sur le matelas fin et fit les calculs mentalement. Son salaire couvrait à peine le transport et les besoins de base. Comme elle allait devoir acheter sa nourriture, elle devrait également sauter des repas, survivre avec le minimum possible. C'était cruel, mais c'était supportable. Elle avait vécu pire, mais ce qui la tint éveillée cette nuit-là, ce n'était pas l'inquiétude pour la nourriture. C'était la perception surprenante qu'elle s'était défendue pour la première fois de sa vie. Elle avait dit non, ne s'était pas courbée immédiatement, n'avait pas accepté l'injustice sans questionner. Et, bien qu'il y ait eu des conséquences, bien qu'elle soit punie, il y avait un sentiment étrange et nouveau qui bouillonnait dans sa poitrine qu'elle mit du temps à reconnaître. De la fierté. Elle s'était défendue. Un acte petit, insignifiant aux yeux de toute autre personne. Mais pour Hélène, ce fut un acte de courage monumental. Le vendredi, Hélène alla travailler le ventre vide pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler pour Madame Cécile. Elle n'avait rien mangé depuis le déjeuner de la veille, un déjeuner que Madame Cécile avait insisté pour qu'elle mange, malgré ses protestations. Son estomac gargouillait, sa tête la faisait légèrement souffrir, mais elle exécuta ses tâches avec son efficacité habituelle. Madame Cécile, perspicace comme toujours, le remarqua. « Vous n'avez pas l'air en forme aujourd'hui, ma chère. Vous êtes pâle. Avez-vous bien mangé au petit déjeuner ?»« Je vais bien, Madame Cécile, » mentit Hélène, mais sa voix ne portait aucune conviction. « Quelle bêtise !» dit la patronne catégoriquement. « Je vais préparer un déjeuner copieux aujourd'hui. Vous devez mieux manger. » Quand le déjeuner fut prêt, une généreuse portion de cassoulet, avec tous les accompagnements, Madame Cécile fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle emballa une portion supplémentaire dans une boîte en verre. « Emportez-le pour le dîner, » dit-elle, tendant la boîte à Hélène. « Et ne venez pas avec des protestations. J'ai trop de nourriture ici, et je déteste le gaspillage. » Hélène accepta la boîte, les yeux embués de larmes. Elle n'était pas sûre que Madame Cécile sût exactement ce qui se passait, mais la gentillesse de cette femme ne cessait de la surprendre. « Merci, » murmura-t-elle. « Pas besoin de me remercier, » répondit Madame Cécile gentiment. « Promettez simplement que vous mangerez tout et que vous prendrez mieux soin de vous. » Cette boîte fut le salut d'Hélène. Elle la mangea ce soir-là dans le sous-sol, seule, mais pour la première fois depuis des jours. Elle se sentit nourrie non seulement physiquement, mais aussi dans son âme. Il y avait de bonnes personnes dans le monde. Madame Cécile en était une, et peut-être, juste peut-être, Michel Dubois en était une autre. Le samedi arriva avec une forte pluie, le genre d'averse qui transformait les rues de Paris en rivière. Hélène passa la journée au sous-sol, écoutant l'eau tambouriner sur le plafond, lisant les contes de Stendhal à la faible lumière, se permettant de rêver au lendemain, au dimanche qui l'attendait.
Le dimanche se leva, propre et frais après la pluie de la nuit précédente. Hélène se réveilla avant son réveil, anxieuse d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle s'habilla avec plus de soin que d'habitude, peignant ses longs cheveux, qui recevaient rarement de l'attention, enfilant ses meilleurs vêtements simples. Elle monta les escaliers de l'église presque en courant, le cœur battant vite, non pas par l'effort physique, mais par l'anticipation. Michel serait là. Espérait-il vraiment la revoir, ou cet intérêt n'était-il qu'une courtoisie passagère? Il était là, l'attendant sur le même banc où ils s'étaient assis ensemble lors de leur première rencontre, vêtu de manière décontractée mais élégante, le livre ouvert dans les mains. Quand il vit Hélène, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Hélène, dit-il en se levant, quelle joie de vous revoir. Je suis venu plus tôt aujourd'hui, déterminé à ne plus manquer la messe. »« Bonjour, » répondit Hélène, sentant ses joues rougir légèrement. Elle s'assit à côté de lui, consciente de la proximité, de l'odeur discrète de parfum masculin cher, de la façon dont sa présence semblait remplir l'espace. La messe se déroula, mais Hélène ne prêta guère attention aux paroles du prêtre. Elle était intensément consciente de l'homme à ses côtés, de la façon dont leurs bras se touchaient presque, de comment elle sentait occasionnellement son regard sur elle. Quand la messe se termina, Michel n'eut pas besoin de faire l'invitation. « Boulangerie-pâtisserie Saint-Georges » demanda-t-il. Et Hélène hocha la tête, souriant pour la première fois sincèrement depuis longtemps. Ils s'assirent à la même table de coin, commandèrent les mêmes cafés au lait et gougèrent, mais cette fois la conversation coula plus facilement. Michel posa des questions sur le livre et Hélène découvrit qu'elle avait beaucoup à dire sur les contes qu'elle avait lus, sur les personnages complexes, sur l'ironie mordante de Stendhal. « Vous avez une compréhension impressionnante de l'œuvre, » dit Michel, visiblement impressionné. « Beaucoup de gens lisent Stendhal superficiellement, mais vous avez saisi les couches les plus profondes. Peut-être parce que je reconnais certaines situations, » dit Hélène, avant de pouvoir se censurer. « Les masques que les gens portent, la différence entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils sont vraiment. » Michel resta silencieux un instant, étudiant son visage. « Vous portez beaucoup de masques, Hélène ?» La question était directe, mais non invasive. Elle était posée avec une curiosité et une préoccupation sincères. Hélène sentit quelque chose se déplacer en elle, une volonté d'être honnête, de partager au moins un morceau de sa vérité. « Oui, » admit-elle à voix basse. « Je dois les porter. Montrer sa faiblesse est dangereux. »« Dangereux comment ?» demanda Michel gentiment. Hélène hésita. Jusqu'où devait-elle raconter? Jusqu'où voulait-il vraiment savoir? Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, dans l'attention totale qu'il accordait à ses paroles, qui la fit se sentir assez en sécurité pour risquer. « Ma famille », commença-t-elle, choisissant soigneusement ses mots. « Ne me traite pas bien, jamais. Je suis différente d'eux et ils ne me l'ont jamais fait oublier. »« Différente comment ?» insista Michel doucement. « Je ne suis pas la fille de ma mère. » avoua Hélène, les mots sortant dans un murmure. « Mon père a eu une liaison, et je suis le résultat. Ma mère m'a élevé parce qu'elle y a été forcée, mais elle ne m'a jamais pardonné d'exister, et mon père lui permet de mal me traiter parce qu'il se sent coupable. » Michel ne dit rien immédiatement. Il se contenta de tendre la main sur la table et de couvrir la sienne. Un geste simple, mais chargé de compassion. « Je suis désolé, Hélène. Personne ne devrait avoir à porter ce fardeau. » Hélène regarda la main de Michel, couvrant la sienne. C'était une grande main avec des doigts longs et élégants, mais calleuse par le travail. Ce n'était pas la main de quelqu'un qui ne faisait que gérer des affaires de loin, mais de quelqu'un qui savait ce qu'était le travail physique. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ce toucher, dans la façon dont il n'avait pas essayé de lui soutirer plus d'informations, offrant simplement une présence silencieuse. « Vous n'avez pas besoin de continuer si vous ne le souhaitez pas, » dit Michel gentiment après quelques instants. «
Mais sachez que tout ce que vous partagerez avec moi sera gardé avec respect. » Hélène prit son courage à deux mains et continua, les mots sortant plus facilement maintenant qu'elle avait commencé. Elle parla du sous-sol, des repas refusés, des insultes quotidiennes. Elle ne mentionna pas encore les coups. Cette vérité était trop lourde, mais ce qu'elle partagea était déjà suffisant pour brosser un tableau clair de sa situation. Michel écouta tout sans interrompre, son expression devenant progressivement plus sérieuse, plus préoccupée. Quand elle eut terminé, il garda sa main sur la sienne pendant quelques secondes de plus avant de la lâcher lentement. « Hélène, » dit-il, sa voix chargée d'une émotion contenue, « ce que vous décrivez n'est pas une famille, c'est de la maltraitance, et vous ne méritez pas cela. Personne ne le mérite. » « Je sais, » dit Hélène, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. « Mais je n'ai nulle part où aller, je n'ai pas d'argent pour louer une chambre, mon salaire me suffit à peine, alors endurer est ma seule option. »« Il y a toujours des options, » dit Michel pensivement. « Peut-être ne les voyez-vous pas encore, mais elles existent. » Il fit une pause. « Puis-je vous poser une question? Avez-vous déjà pensé à quitter cette maison, à chercher un autre endroit où vivre, même si ce serait difficile au début? » « Tous les jours, » Hélène admit, « mais ce ne sont que des pensées. En pratique, je n'ai aucun moyen. Je n'ai pas de référence à part Madame Cécile. Je n'ai pas d'argent de côté. Je n'ai rien. » Michel resta silencieux un long moment, visiblement en pleine réflexion. Hélène observa son expression changer. Elle vit le moment où une idée se forma, mais il ne la verbalisa pas immédiatement. Au lieu de cela, il changea de sujet. « Racontez-moi plus sur votre travail avec Madame Cécile. Vous aimez ce que vous faites ?» Hélène accepta le changement de sujet avec soulagement. Parler de sa patronne était facile, agréable même. Elle décrivit les routines quotidiennes, les conversations qu'elles avaient, la gentillesse de la dame veuve, qui la traitait avec plus de tendresse que sa propre famille. « Elle semble être une personne spéciale, » commenta Michel. « Vous avez de la chance d'avoir trouvé quelqu'un comme ça. »« Oui, » Hélène acquiesça. « Parfois, je pense que son travail est la seule chose qui me garde saine d'esprit. » Ils restèrent à la boulangerie-pâtisserie pendant près de 2 heures, parlant de livres, de vie, de rêves. Michel partagea un peu plus sur lui-même. Il raconta aussi qu'il avait été marié, que sa femme Isabelle était décédée d'un cancer il y a 3 ans, qu'il n'avait pas eu d'enfant car elle ne pouvait pas en avoir, et qu'il vivait désormais seul dans une maison trop grande pour une seule personne. « La solitude est étrange, » dit-il pensivement. « On peut être entouré de gens, d'employés, de connaissances, et pourtant se sentir complètement seul. C'est la différence entre avoir des gens autour et avoir de vraies connexions. » « Je comprends, » dit Hélène. Et c'était vrai. Elle vivait dans une maison pleine de familles, mais elle était plus seule que si elle était sur une île déserte. Quand ils se dirent enfin au revoir, il était déjà midi. Michel l'accompagna jusqu'à l'arrêt de bus et, avant qu'elle ne puisse protester, lui glissa un billet de 50 € dans la main. « Pour la nourriture, » dit-il quand elle tenta de le rendre. « Vous avez mentionné que vous rencontrez des difficultés. S'il vous plaît, acceptez, non comme une charité, mais comme un prêt d'un ami. Vous pourrez me le rendre quand votre situation sera meilleure. » Hélène rentra chez elle en serrant ce billet de 50 € comme un talisman. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait eu d'un coup depuis des mois. Elle pouvait acheter de la nourriture décente, peut-être même en garder un peu pour les urgences. Mais plus que l'argent, c'était le sens derrière le geste qui la touchait profondément. Michel l'avait appelé ami. Il considérait cet argent comme un prêt entre amis. Pas une charité pour une malheureuse. Cette distinction était importante. Elle préservait sa dignité d'une manière qu'un simple cadeau n'aurait pas fait. La semaine qui suivit fut moins difficile physiquement. Hélène acheta du riz, des haricots blancs, des œufs, quelques fruits, mangea des repas simples qu'elle préparait au micro-ondes quand la famille n'était pas dans la cuisine ou froid si nécessaire. Ce n'était pas le luxe, mais c'était une subsistance, et elle n'était plus constamment affamée.
Mais le vrai changement se produisait intérieurement. Plus Hélène passait de temps à réfléchir à ses conversations avec Michel, plus elle voyait clairement sa situation telle qu'elle était réellement, inacceptable. Pendant des années, elle avait normalisé la maltraitance, se convainquant qu'elle méritait le traitement qu'elle recevait. Mais Michel, avec sa bonté constante, déconstruisait ses croyances. Si quelqu'un comme lui, éduqué, ayant réussi, respecté, pouvait la traiter avec respect et considération, alors peut-être que le problème n'était pas elle. Peut-être que cela n'avait jamais été elle. Peut-être que c'était la cruauté de Christine, la faiblesse d'Antoine, la toxicité de cette maison qui était le problème. C'était une révélation, à la fois libératrice et terrifiante. Libératrice parce qu'elle enlevait la culpabilité qu'elle portait, terrifiante parce qu'elle impliquait qu'elle devait faire quelque chose à ce sujet, qu'elle devait agir, qu'elle devait changer sa situation d'une manière ou d'une autre. Le jeudi, un incident cristallisa cette perception. Hélène était en train de laver le linge dans la buanderie du jardin quand elle entendit Romain et Julien converser dans le garage voisin. Ils ne savaient pas qu'elle était là, et leur voix portait clairement jusqu'à elle. « Je trouve drôle la façon dont maman traite Hélène, » dit Romain en riant, comme si elle était moins que rien, un peu comme un chien que tu gardes par pitié pour ne pas le jeter à la rue. « C'est ce qu'elle est, n'est-ce pas, Julien ?» répondit-il aussi en riant. « L'erreur de papa, la honte de la famille. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi papa la garde encore ici. Il aurait pu l'envoyer dans un orphelinat quand elle était enfant. » « Je pense qu'il se sent coupable, » spécula Romain. « Mais, sincèrement, la culpabilité ne changera rien. Hélène restera le paillasson de la famille jusqu'à sa mort. C'est son rôle. » Leurs mots transpercèrent quelque chose en Hélène. Non pas parce qu'ils étaient surprenants, elle savait déjà que ses frères la méprisaient, mais parce que les entendre prononcer avec tant de désinvolture, avec tant de rire, fit quelque chose en elle se briser définitivement. Elle n'était pas un chien, elle n'était pas une erreur à tolérer, elle n'était pas un paillasson destiné à être piétiné jusqu'à la mort. Elle était une personne de valeur, avec des droits, avec de la dignité, et elle méritait plus que cette vie. Quand elle eut fini de laver le linge, Hélène monta au sous-sol sans dire un mot à personne. Elle s'assit sur le matelas fin et commença à faire des projets pour la première fois de sa vie. Des projets réels, concrets, pas seulement de vagues rêves d'évasion. Il lui fallait de l'argent d'abord. Plus d'argent que ce qu'elle gagnait chez Madame Cécile. Peut-être pourrait-elle chercher un travail supplémentaire, des ménages ailleurs le week-end. Il lui fallait un endroit où vivre, peut-être une colocation, quelque chose de simple, mais qui serait à elle. Il lui fallait du courage. C'était la partie la plus difficile, mais elle commençait à le trouver, et peut-être, juste peut-être, pourrait-elle demander conseil à Michel. Il avait dit qu'il y avait toujours des options. Peut-être pourrait-il l'aider à voir quelles étaient ses options. Le dimanche suivant, Hélène monta les escaliers de l'église avec un objectif renouvelé. Elle trouva Michel à l'endroit habituel, et cette fois, quand ils se saluèrent, elle sentit une connexion plus profonde, une amitié qui se solidifiait à chaque rencontre. Après la messe à la boulangerie-pâtisserie, Hélène prit son courage à deux mains et partagea sa décision. « Je dois quitter cette maison, » dit-elle sans détour. « Je ne peux pas continuer à vivre ainsi, mais je ne sais pas comment commencer. » Michel l'écouta attentivement pendant qu'elle expliquait sa situation financière, ses limites, ses peurs. Il n'interrompit pas, n'offrit pas de solution facile ou de promesses vides. Il se contenta d'écouter. Et Hélène pouvait voir son esprit travailler, traitant les informations, considérant les possibilités. « J'ai une proposition pour vous, » dit Michel finalement, sa voix prudente, mesurée. « Mais je veux que vous compreniez que ce n'est qu'une offre, pas une obligation. Vous avez toute liberté de refuser sans aucune gêne. » Hélène sentit son cœur s'accélérer. « J'écoute. Ma maison est grande, comme vous le savez, » commença Michel.
trop grande pour une seule personne. En fait, j'ai une annexe à l'arrière, initialement construite pour loger le personnel qui vivait sur la propriété. Ce sont 2 petites chambres, une salle de bain, un petit salon. Elle est vide depuis des années. Il fit une pause. Vous pourriez y vivre, si vous le souhaitez, sans frais, et pendant que vous vous organisez financièrement. Hélène le regarda fixement, traitant l'offre, cherchant le piège, l'embûche, la condition cachée. Mais tout ce qu'elle voyait sur le visage de Michel était de la sincérité et une réelle préoccupation. « Je ne peux pas accepter cela, » dit-elle automatiquement. « Ce serait trop. Je n'ai pas les moyens de payer. »« Je ne demande pas de paiement, » dit Michel gentiment. « J'offre de l'aide. L'espace est vide. Cela ne me coûte rien de l'avoir occupé. Et franchement, Hélène, ce serait bien d'avoir quelqu'un sur la propriété. Je voyage occasionnellement pour affaires et je suis toujours inquiet de laisser la maison vide. »« Mais que vont penser les gens ?» demanda Hélène, exprimant la préoccupation qui était dans son esprit. Un homme célibataire offrant un logement à une jeune femme. « Les gens penseront toujours ce qu'ils veulent, » répondit Michel avec un soupir. « Mais ceux qui me connaissent savent que mes intentions sont honorables et vous auriez votre propre espace, complètement séparé de la maison principale. Votre vie privée serait entièrement respectée. » Hélène sentit des larmes brûler dans ses yeux. C'était trop de gentillesse, trop de générosité. Il devait y avoir un pourquoi, il devait y avoir une raison cachée. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, sa voix passant à peine un murmure. « Pourquoi vous souciez-vous de moi ?» Michel resta silencieux un long moment, et Hélène vit des émotions passer sur son visage, des souvenirs, peut-être des pensées qu'il envisageait de partager. « Isabelle, » dit-il finalement, « ma femme venait d'une famille très pauvre. Quand je l'ai connue, elle était dans une situation pas très différente de la vôtre. Une famille qui la maltraitait, une vie difficile, sans perspective. Je l'ai aidée, je lui ai donné des opportunités et finalement nous sommes tombés amoureux. » Ses yeux devinrent lointains avec le souvenir. Elle disait toujours que si elle en avait la chance, elle aiderait d'autres femmes dans la même situation. Après sa mort, je me suis promis d'honorer son souhait quand je le pourrais. La révélation de Michel sur Isabelle ajouta une couche complètement nouvelle à leur relation. Hélène commença à comprendre que son intérêt pour elle n'était pas romantique, ou du moins pas principalement romantique. C'était quelque chose de plus profond, une façon d'honorer la mémoire de quelqu'un qu'il aimait profondément. « Je ne sais pas, » dit Hélène honnêtement. « C'est une offre incroyablement généreuse, mais aussi effrayante. Cela changerait tout dans ma vie. » « C'est précisément pourquoi vous devriez y réfléchir sérieusement, » répondit Michel. « Parfois, nous avons besoin de grands changements pour échapper à des situations insoutenables. Mais je comprends votre hésitation. Vous n'avez pas besoin de décider maintenant. Pensez-y. Parlez-en à Madame Cécile si vous pensez qu'elle peut vous donner de bons conseils. L'offre reste ouverte. » Ils parlèrent encore 1 heure des détails pratiques. La maison de Michel se trouvait à Saint-Germain-des-Prés, non loin de l'endroit où vivait Madame Cécile. Le trajet pour le travail serait donc encore plus court. L'annexe avait une entrée indépendante, ce qui signifiait qu'Hélène pourrait entrer et sortir sans passer par la maison principale. Il y avait une petite cuisine où elle pourrait préparer ses repas. « Et quelles sont vos attentes ?» demanda Hélène, ayant besoin d'être directe. « Qu'attendriez-vous de moi en retour ?»« Rien, » dit Michel fermement. « Aucune obligation, aucun travail domestique, rien. Il s'agirait purement pour vous d'avoir un endroit sûr où vivre pendant que vous construisez une vie meilleure pour vous-même. » La conversation les mena au-delà de l'heure habituelle. Quand ils se dirent enfin au revoir, il était déjà plus de 14 heures. Michel proposa de la raccompagner, mais Hélène refusa, préférant utiliser le temps du bus pour digérer tout ce qui avait été discuté. Pendant toute la semaine, Hélène pensa obsessivement à l'offre. Chaque angle, chaque complication possible, chaque peur fut examinée et réexaminée dans son esprit. Le mercredi, elle décida de faire confiance à Madame Cécile. « Madame Cécile,
commença-t-elle, hésitante pendant la pause déjeuner. Puis-je vous demander un conseil sur quelque chose de personnel? Bien sûr, ma chère, répondit la patronne, immédiatement attentive. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Hélène raconta l'histoire de Michel, de leur rencontre du dimanche, de l'offre de logement. Elle observa attentivement le visage de madame Cécile, cherchant des signes de jugement ou de désapprobation. Mais tout ce qu'elle vit fut une réflexion pensive. Michel Dubois, madame Cécile répéta le nom, homme d'affaires, vit à Saint-Germain-des-Prés, a perdu sa femme il y a quelques années. Oui, Hélène confirma, mais comment le savez-vous? De nom et de réputation seulement, dit madame Cécile. Il est connu pour être un homme intègre, très impliqué dans des œuvres de charité. Une de mes amies de l'Église travaille dans une institution qui reçoit des dons réguliers de sa part. Elle fit une pause. D'après sa réputation, il semble être un homme réellement bon, mais vous devez faire confiance à votre instinct, Hélène. Que vous dit votre cœur? Hélène réfléchit attentivement avant de répondre. Mon cœur me dit qu'il est sincère, que l'offre est réelle et sans arrière-pensée, mais ma tête a peur. Peur de faire confiance, peur d'être déçue, peur que ce soit trop beau pour être vrai. Ces peurs sont compréhensibles, dit madame Cécile gentiment. Vous avez été blessée de nombreuses fois, mais parfois nous devons prendre des risques pour changer notre vie. Si vous sentez qu'il est fiable, si l'offre est pratique et préserve votre indépendance, alors peut-être cela vaut-il la peine d'y réfléchir sérieusement. Et si les gens parlent? Hélène exprima sa plus grande peur sociale. Et s'ils pensent du mal de moi? Les gens parlent toujours, répondit madame Cécile avec sagesse. Ils parleront si vous restez chez vos parents à vous faire battre. Ils parleront si vous acceptez l'aide d'un homme bien intentionné. Il n'y a pas moyen de vivre sans que quelqu'un ait une opinion. La question est, allez-vous laisser la peur de l'opinion des autres vous maintenir dans une situation de maltraitance? Les mots de madame Cécile résonnèrent dans l'esprit d'Hélène les jours suivants. Elle avait raison. La peur de l'opinion des autres ne pouvait pas être la seule chose qui maintenait Hélène dans une situation insoutenable. Elle souffrait déjà de jugement et de cruauté au sein de sa propre maison. Pourquoi devrait-elle craindre le jugement d'étrangers plus que de valoriser sa propre sécurité et son bien-être? Le dimanche suivant, Hélène arriva à l'église avec sa décision prise. Elle trouva Michel, et avant même que la messe ne commence, elle murmura « J'accepte. Je veux accepter votre offre. » Le sourire qui illumina le visage de Michel fut sincère et chaleureux. « Je suis très heureux. Hélène, vous ne le regretterez pas. » Après la messe, assis à la boulangerie-pâtisserie, ils commencèrent à faire des plans pratiques. Michel suggéra qu'elle déménage le week-end suivant, lui laissant une semaine pour se préparer. Il fournirait les meubles de base qu'il avait en dépôt, mais elle pourrait apporter tout ce qui était personnel et qu'elle désirait. « Et votre famille ?» demanda Michel délicatement. « Comment comptez-vous leur annoncer votre départ ?» Hélène y avait pensé. « Je vais simplement partir. Je ne les préviendrai pas à l'avance, car je ne veux pas leur donner l'occasion de m'en empêcher ou de rendre la dernière semaine encore pire. Je leur laisserai une lettre expliquant que je vais vivre seul. » « Et financièrement, insista Michel. « Êtes-vous à l'aise? Avez-vous besoin d'aide pour des dépenses initiales ?»« Je vais bien, » dit Hélène. Et c'était partiellement vrai. Elle avait économisé les 50 € qu'il lui avait donnés, plus une petite somme de son propre salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais ce serait suffisant pour commencer. La semaine passa dans un flou de préparation secrète et d'anxiété croissante. Hélène sépara ses quelques biens, les emballant dans 2 sacs à dos qu'elle pourrait porter sans attirer l'attention. Elle lava et repassa tous ses vêtements. Rangea le livre de Stendhal enveloppé avec soin, s'assura d'avoir tous ses documents importants. Le vendredi soir, elle écrivit la lettre, la gardant simple et directe. « Je pars. J'ai trouvé un endroit où vivre et je ne reviendrai pas. Je vous remercie de m'avoir donné un toit jusqu'à présent, mais notre cohabitation est devenue insoutenable.
Je vous souhaite à tous une bonne vie, Hélène. » Il n'y avait pas de sentiments exprimés, pas d'accusation, pas d'explication détaillée. C'était une lettre de départ, rien de plus. Le samedi matin, très tôt, avant même que la famille ne se réveille, Hélène descendit du sous-sol pour la dernière fois. Elle laissa la lettre sur la table de la cuisine, prit ses 2 sacs à dos et sortit par la porte de derrière, sans un regard en arrière. Le rendez-vous était qu'elle retrouverait Michel dans une boulangerie-pâtisserie près de l'arrêt de bus. Il avait insisté pour venir la chercher personnellement, ne voulant pas qu'elle fasse ce voyage seule et portant ses affaires. Quand Hélène arriva au point de rendez-vous, la voiture noire était déjà là, et Michel sortit pour l'aider avec les sacs à dos. « Tout va bien ?» demanda-t-il, étudiant son visage. « Vous vous sentez bien avec cette décision ?» Hélène inspira profondément. « J'ai peur, admit-elle, mais aussi soulagée. C'est comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. »« Ah, il est normal d'avoir peur, » dit Michel gentiment, ouvrant la portière de la voiture pour elle. « Vous faites un pas énorme, mais c'est un pas dans la bonne direction. » La maison de Michel Dubois était tout ce qu'Hélène avait imaginé et plus encore. Située dans une rue arborée de Saint-Germain-des-Prés, c'était une ancienne bâtisse, impeccablement entretenue, avec des jardins fleuris à l'avant et un portail en fer forgé. La maison principale de 2 étages était peinte d'un jaune doux avec des détails blancs aux fenêtres et aux portes. Michel conduisit Hélène par l'arrière, suivant un chemin de pierre qui contournait la maison principale. L'annexe se trouvait au coin du terrain, partiellement cachée par des arbres fruitiers. Une construction plus petite, plus charmante, également peinte d'un jaune clair. Elle a été construite dans les années 50, expliqua Michel en ouvrant la porte. Mes parents avaient du personnel qui vivait ici. Après leur retraite, je n'ai plus jamais utilisé l'espace à cette fin. L'intérieur était simple, mais chaleureux. Un petit salon avec un canapé et une télévision, une cuisine compacte, mais fonctionnelle, avec une cuisinière, un réfrigérateur et des placards. Un court couloir menait à 2 petites chambres et une salle de bain complète. Les fenêtres avaient des rideaux propres. Le sol était en parquet bien entretenu et il y avait une légère odeur de lavande dans l'air. « J'ai fait nettoyer et aérer cette semaine », expliqua Michel, remarquant qu'Hélène regardait autour d'elle, les yeux écarquillés, et j'ai apporté quelques meubles de base. J'espère que cela conviendra. Conviendra était un euphémisme. Pour Hélène, qui avait passé des années dans un sous-sol humide avec seulement un matelas fin, c'était un palais. Il y avait un vrai lit avec un matelas neuf, une armoire encastrée, une table avec 2 chaises dans la cuisine, même quelques ustensiles de cuisine de base. « C'est parfait », réussit à dire Hélène, la voix étranglée par l'émotion. « C'est bien plus que ce que j'aurais pu espérer. » Michel sourit, visiblement satisfait de sa réaction. « Je suis content que cela vous plaise. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose pratique. » Il désigna une étagère dans la cuisine. « J'ai laissé quelques provisions de base pour que vous commenciez. Riz, haricots blancs, huile, café, sucre et dans le réfrigérateur, du lait, des œufs, quelques fruits et légumes. »« Monsieur Michel, » commença Hélène, sentant les larmes monter, « je ne sais pas comment vous remercier pour tout cela. »« Vous n'avez pas besoin de m'appeler, monsieur, » dit-il gentiment, « et vous n'avez pas besoin de me remercier. Utilisez simplement ce temps et cet espace pour construire une vie meilleure pour vous. Ce sera un remerciement suffisant. » Michel lui montra comment fonctionnait le chauffe-eau de la salle de bain, où se trouvait le disjoncteur en cas de problèmes électriques, expliqua qu'elle avait toute liberté d'utiliser la buanderie à l'arrière de la maison principale, chaque fois qu'elle en aurait besoin. Il lui donna un jeu de clés, 3 au total, portail principal, porte de l'annexe, et une 3e qu'il expliqua être pour les urgences. « C'est une copie de la clé de la maison principale, » dit-il. « En cas d'urgence, si vous avez besoin d'aide ou d'un refuge urgent, vous pouvez entrer, mais j'espère que vous n'aurez jamais besoin de l'utiliser dans ces circonstances. » Quand Michel prit finalement congé, laissant Hélène s'installer,
Elle resta immobile au milieu du petit salon pendant de longues minutes, se contentant de digérer le changement radical que sa vie avait pris en quelques heures. Pour la première fois depuis qu'elle s'en souvenait, elle avait un espace qui était véritablement le sien, des murs qui ne l'étouffaient pas, un plafond qui ne fuyait pas, un lit qui était le sien. Elle pleura alors, non de tristesse, mais d'un soulagement accablant. Elle s'assit sur le sol du salon et laissa des années de douleur et de tension s'échapper en larmes qui semblaient interminables. Elle pleura pour l'enfant qui avait été rejeté et maltraité. Elle pleura pour l'adolescente qui avait grandi sans amour ni soin. Elle pleura pour la jeune adulte qui avait appris à accepter la cruauté comme une normalité. Et puis, quand il n'y eut plus de larmes, elle se leva, se lava le visage dans la salle de bain propre et commença à déballer ses quelques biens. Elle rangea ses vêtements dans l'armoire, organisa ses quelques effets personnels, plaça le livre de Stendhal sur une petite étagère dans le salon. Les premiers jours dans l'annexe furent un mélange d'émerveillement et d'adaptation. Hélène se réveillait le matin et, pendant quelques secondes, oubliait où elle se trouvait, s'attendant à voir le plafond bas et les murs humides du sous-sol. Puis elle ouvrait les yeux sur la chambre propre et aérée et se souvenait. Elle était libre, vraiment libre. La routine de travail continua normalement. Hélène allait chez Madame Cécile tous les jours. Mais maintenant le trajet était plus court. Seulement 15 minutes de bus au lieu de presque 1 heure. Elle arrivait moins fatiguée, avait plus d'énergie pour exécuter ses tâches. Madame Cécile remarqua le changement immédiatement. « Vous êtes différente », commenta la patronne le 2e jour. « Plus légère, moins tendue. Le changement vous fait du bien ?»« Oui », Hélène confirma, se permettant de sourire. « Je ne savais pas que je pouvais me réveiller sans peur. C'est étrange, mais merveilleux. » Madame Cécile serra Hélène dans ses bras, chose qu'elle faisait rarement, respectant normalement les limites formelles de la relation employeur-employé. « Je suis si heureuse pour vous, ma chère. Vous méritez la paix, vous méritez la sécurité. » Les mots touchèrent Hélène profondément. Pendant toute sa vie, elle avait intériorisé le message qu'elle ne méritait pas de bonnes choses. Christine l'avait martelé dans sa tête jour après jour, année après année. Mais maintenant, avec des personnes comme Madame Cécile et Michel affirmant le contraire, Hélène commençait à remettre en question ses vieilles croyances. Peut-être qu'elle méritait de bonnes choses. Peut-être que son existence n'était pas une erreur. Peut-être qu'elle était digne de respect et de soins simplement parce qu'elle était humaine, non pas parce qu'elle avait gagné ou prouvé quoi que ce soit. Michel gardait une distance respectueuse, mais attentive. Il travaillait pendant la journée et Hélène ne le voyait qu'occasionnellement quand il rentrait chez lui et qu'elle le croisait dans le jardin. Ils échangeaient des salutations polies, de brèves conversations sur des trivialités. Il n'envahissait jamais son espace, n'apparaissait jamais sans prévenir, ne donnait jamais aucune indication qu'il attendait quelque chose d'elle, sinon qu'elle s'installe confortablement. Le 3e jour, Hélène trouva une enveloppe sous la porte de l'annexe le matin. À l'intérieur se trouvait un mot de Michel dans son écriture claire et élégante. « Hélène, j'ai réalisé que vous pourriez avoir besoin de quelques articles que j'ai oublié de vous fournir. Il y a un compte ouvert à l'épicerie du coin à votre nom. Achetez ce dont vous avez besoin en aliments et produits de base. Considérez cela comme faisant partie de l'accord de logement. Michel. » Hélène tint le billet de longues minutes, partagé entre gratitude et malaise. C'était trop de générosité. Elle ne voulait pas se sentir redevable, ne voulait pas être un fardeau, mais elle reconnaissait aussi que son salaire d'aide à domicile couvrirait à peine tous ses besoins, même sans payer de loyer. Elle décida d'accepter, mais avec des limites. Elle utiliserait le compte de l'épicerie avec modération, uniquement pour les besoins de base, et, dès que possible, elle trouverait un moyen de rendre la gentillesse de Michel d'une manière ou d'une autre. Le jeudi, une semaine après son déménagement, Hélène reçut un appel inattendu sur son téléphone portable. C'était un numéro inconnu, et elle répondit hésitante. « Hélène,
La voix était celle de Romain, son frère. « Il faut que tu rentres à la maison. Maman est très énervée. » Hélène sentit son estomac se serrer, mais força sa voix à rester ferme. « Je ne reviendrai pas, Romain. J'ai pris ma décision. Tu ne peux pas faire ça. » Sa voix avait ce ton autoritaire qu'elle connaissait si bien. « Tu as des obligations envers la famille. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. »« Je peux et je l'ai fait, » répondit Hélène, se surprenant elle-même par la fermeté. « Je n'ai plus rien à discuter. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre et bloqua ensuite le numéro. Ses mains tremblaient, mais il y avait aussi un sentiment de pouvoir, de contrôle sur sa propre vie, qui était complètement nouveau. Au fil des semaines, Hélène commença à construire une routine qui était la sienne, choisie par elle, non imposée par d'autres. Elle se réveillait tôt par habitude, mais maintenant elle prenait son petit déjeuner tranquillement, planifiait sa journée, s'occupait du petit espace qu'elle appelait désormais son foyer. Le week-end, elle nettoyait méticuleusement l'annexe, non par obligation, mais parce qu'elle voulait garder cet espace beau. Elle planta quelques herbes dans une jardinière qu'elle trouva dans le débarras. Basilic, menthe, romarin, c'étaient de petites choses, mais chacune d'elles était une affirmation de permanence, une déclaration qu'elle avait le droit de prendre racine, de faire des projets, d'exister confortablement. Les rencontres avec Michel le dimanche continuèrent, mais elles avaient maintenant un caractère différent. Ce n'étaient plus des rencontres entre un bi.